envoie un email, on lance une vidéo, on check une carte. Ça nous semble instantané et presque magique. Mais comment ça marche au juste? Qu'est-ce qui se passe vraiment en coulisses? Eh bien, derrière cette facilité déconcertante se cache une mécanique d'une précision incroyable. Allez, on va soulever le capot pour voir ce qui fait tourner la machine. La vraie question, elle est là. Comment un PC qui tourne sous Windows, un smartphone Android et même une voiture connectée, comment tous ces appareils qui sont radicalement différents arrivent à se parler, à échanger des informations sans le moindre problème? La réponse, elle tient en un mot, les protocoles. Il faut voir ça comme un langage universel, une sorte d'espéranto numérique. Sans ces règles du jeu, que tous les appareils s'engagent à respecter, aucune communication ne serait possible. Ce serait la cacophonie. Alors pour bien comprendre cette mécanique, on va suivre le chemin de nos données. On va commencer par voir comment un appareil obtient son identité sur le réseau. Puis comment il trouve son chemin, un peu comme avec un GPS. On va aussi décortiquer le voyage d'un simple mail et on finira par jeter un œil à quelques outils super spécialisés qui garantissent que tout le système reste stable et sécurisé. D'accord, alors commençons par le tout début. Quand un appareil se connecte, disons au Wi-Fi de la maison ou d'un café, sa toute première mission, c'est d'obtenir une identité. Imaginez un peu un facteur qui doit livrer du courrier dans une ville où aucune maison n'a de numéro. Ce serait un chaos total, n'est-ce pas? Eh bien sur Internet, c'est la même logique. Chaque appareil a besoin de son adresse IP unique pour envoyer et recevoir des infos. Mais comment l'obtenir sans tout mélanger? Et c'est là qu'entre en scène le DHCP, c'est un peu le grand réceptionniste du réseau. Au lieu de devoir configurer chaque appareil à la main, ce protocole gère une liste d'adresses disponibles et il en prête une, de façon temporaire, à chaque nouvel arrivant. On appelle ça un bail. En fait, tout ça se passe sous la forme d'une conversation ultra rapide en 4 étapes. D'abord, l'appareil crie sur le réseau. « Et il y a quelqu'un, je suis nouveau ici, il me faudrait une adresse ?» Ça, c'est la demande. Ensuite, un ou plusieurs serveurs DHCP répondent en proposant une adresse. L'appareil accepte la première offre qu'il reçoit et il fait savoir. Et enfin, le serveur choisi confirme. C'est noté, cette adresse est à toi pour les prochaines heures. Et voilà, le tour est joué. Bon, maintenant notre appareil a son adresse IP, il peut discuter avec les autres. Mais un nouveau problème se pointe. Nous, les humains, on n'est pas vraiment doués pour retenir des suites de chiffres comme 172.217.22.14. On navigue sur le web avec des noms de domaine, des choses faciles à mémoriser. Sauf que les ordinateurs, eux, ils ont besoin du numéro, de l'adresse IP, pour savoir où aller. Alors comment on fait le pont entre les deux? C'est précisément le rôle du DNS. C'est tout simplement l'annuaire téléphonique géant d'Internet. Quand on tape une adresse web, l'ordinateur va demander au serveur DNS « C'est quoi le numéro pour ce site ?» Le DNS cherche dans son répertoire et renvoie la bonne adresse IP. Et toute cette communication passe majoritairement par le port 53. Le DNS, il aime bien que ça aille vite. C'est pour ça qu'il utilise le protocole UDP pour les petites requêtes, ce qui est le cas la plupart du temps. Par contre, si la demande est plus complexe, il peut basculer sur TCP pour s'assurer qu'aucune information ne se perde en chemin. Passons maintenant à un service qu'on utilise absolument tous les jours, l'email. Ça a l'air simple, mais en réalité, son fonctionnement repose sur la collaboration de plusieurs protocoles bien distincts. Alors pour l'envoi, on a le SMTP, c'est notre facteur. Quand on clique sur Envoyer, c'est le SMTP via le port 25 qui prend le message sous son bras et qui s'occupe de l'acheminer jusqu'au serveur de messagerie du destinataire. Sa seule et unique mission, livrer le courrier. Et pour la réception, là, on a principalement 2 écoles. Le plus courant aujourd'hui, c'est l'IMAP, sur le port 143. Son truc, c'est qu'il laisse tous les emails sur le serveur et il les synchronise partout. C'est pour ça qu'on peut lire un message sur son téléphone et le voir comme lu sur son ordinateur. Et puis il y a son ancêtre, le POP3, sur le port 110. Lui, il télécharge des messages sur un seul appareil et souvent il les supprime du serveur juste après. Bon, au-delà de s'identifier, de s'orienter et d'envoyer des emails, il y a tout un tas d'autres protocoles qui sont de véritables piliers pour des tâches très précises. Voyons quelques-uns de ces couteaux suisses du réseau. On a d'abord le FTP, le protocole historique pour transférer des fichiers. Il est un peu particulier parce qu'il utilise 2 canaux en même temps. Un sur le port 21 pour passer les ordres, du genre « envoie-moi ce fichier » et un autre sur le port 20 pour faire transiter les données elles-mêmes. Mais parfois, il ne suffit pas de transférer des fichiers. Il faut carrément prendre le contrôle d'une machine à distance et surtout le faire en toute sécurité. C'est là qu'intervient SSH, sur le port 22. C'est la clé sécurisée du royaume numérique. Ça permet de se connecter à un serveur et de le piloter comme si on était assis devant, avec une couche de chiffrement pour protéger la conversation. Piloter une machine, c'est une chose, mais quand on doit gérer tout un parc d'équipements, il faut un moyen de les surveiller tous en même temps. Et ça, c'est le boulot de SNMP sur le port 161. C'est le moniteur de santé du réseau. Il garde un œil sur l'état des routeurs, des serveurs, collecte des stats et lance l'alerte dès qu'il y a un souci. Alors, si on prend un peu de recul, que faut-il retenir de tout ça?
On vient de voir comment tous ces services, tous ces protocoles invisibles, s'imbriquent les uns dans les autres pour bâtir la fondation sur laquelle repose toute notre vie numérique. Pour résumer, l'idée centrale, c'est que les protocoles sont le langage commun. DHCP distribue les adresses, DNS fait office de traducteur, SMTP poste le courrier et IMAP ou POP3 s'occupe de le relever. Et à côté de ça, des outils comme FTP et SSH sont là pour des missions bien précises. Au final, il faut vraiment voir Internet non pas comme une sorte de nuage magique, mais plutôt comme une immense symphonie. Chaque protocole joue sa partition à la perfection sans arrêt pour que la musique, elle, ne s'arrête jamais. Et on termine avec une petite question pour réfléchir. De tous ces piliers invisibles, que ce soit le DHCP, le DNS ou un autre, lequel, s'il venait à s'effondrer, mettrait le plus grand chaos dans notre utilisation quotidienne d'Internet? C'est une bonne façon de réaliser à quel point on dépend de ces architectes de l'ombre.